Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, explicative qui va regrouper toutes les informations et tout ce qu'il faut savoir en général pour faire un doctorat. C'est parti! Mais avant de passer en revue tout ce qu'il faut savoir pour faire un doctorat, si vous envisagez vous-même de faire une thèse à l'avenir, si vous êtes tout simplement curieux de découvrir comment ça marche, ou si vous vous intéressez à l'orientation scolaire en général, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rien rater de l'évolution de ma propre thèse sur les 3 prochaines années à suivre. Je vous mets juste en haut et en description le lien de mon premier bilan de thèse après 1 mois de doctorat, et si ça vous intéresse, vous pouvez piocher par-ci par-là sur ma chaîne des vidéos à débat sur l'orientation scolaire. Alors le doctorat, c'est quoi ? Le but de cette vidéo, ça va être de démystifier la réalisation d'un doctorat, et puis ça va être aussi de déblayer un peu cette mauvaise image qu'on a de la recherche scientifique. Je pense qu'on a tous ce cliché du mec en chemise à carreaux avec des lunettes d'intello, des éprouvettes et une vieille blouse blanche en train de faire des sciences toute la journée, alors qu'en réalité c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus varié que ça. Dans cette vidéo, je vais vous faire 3 grandes parties. Je vais commencer par vous expliquer les différents moyens pour faire une thèse, les différents types de thèses. Ensuite, je vais vous expliquer le quotidien d'un doctorant, donc qu'est-ce que c'est concrètement au jour le jour que de faire une thèse. Et puis ensuite, je vais finir par comment candidater pour faire une thèse. Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous le savez probablement déjà, mais je suis obligé de le rappeler, le doctorat, c'est le plus haut grade universitaire en France. D'abord, vous avez la licence, avec +3. Bien sûr, il existe des formations entre-temps, comme le BTS, le DUT, etc. Mais si on parle qu'en termes de grade universitaire, vous avez la licence à bac+3, le master à bac+5, et le doctorat à bac+8 généralement, mais on peut voir que ça peut être plus. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est qu'est-ce que c'est concrètement un doctorat, à quoi ça vous engage, comment y candidater et quels sont les avantages et les inconvénients d'une telle formation. Déjà, il faut bien comprendre qu'il y a 3 grands moyens de faire une thèse en France. Premièrement, vous pouvez faire une thèse sans obtenir de financement et donc vous allez la financer de votre poche. Donc c'est logiquement une option qui est choisie par les professionnels intéressés par une thèse après plusieurs années d'expérience professionnelle ou bien tout simplement en reconversion professionnelle qui veulent se diriger vers l'enseignement. Faut bien être conscient que si vous sortez d'un Master 2 et que vous voulez manger autre chose que de l'air, cette option, faut la mettre de côté, elle vous concerne absolument pas et je vais même pas l'aborder dans cette vidéo. Tout l'enjeu, ça va donc être d'obtenir un financement pour votre thèse et pour ça, il reste 2 moyens. Soit faire une thèse, disons, en alternance par le biais d'une convention CIFRE, auquel cas ce sera une entreprise qui va vous financer votre thèse parce qu'elle sera intéressée par vos travaux de recherche, soit obtenir un contrat doctoral avec votre fac, et là ce sera l'université qui va vous payer pour faire votre thèse. Dans le cas d'une convention CIFRE, le plus difficile ça va être de trouver une entreprise qui soit à la fois intéressée par votre profil, donc avec une forte spécialisation et un bac+8 en devenir, et qui soit à la fois intéressée par le résultat tangible de vos recherches pour mener à bien ses activités, pour faire tourner son business. Et là, clairement, c'est pas évident. Alors bien évidemment, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et ça va vraiment dépendre de votre discipline et de votre sujet. Si je prends pour exemple quelqu'un qui ferait une thèse en droit fiscal, il va forcément intéresser des cabinets qui vont faire des fusions-acquisitions et qui vont vouloir une pointure dans ce domaine. Bon, par contre, quelqu'un qui va faire une thèse en physique quantique, là il va davantage intéresser les laboratoires de recherche. Donc ça va vraiment dépendre de votre discipline et de votre sujet. Donc comme je le disais, un doctorat en contrat CIFRE, ça rappelle un peu le fonctionnement d'une alternance. Une entreprise vient vous financer pour faire votre recherche. Et vous avez les mêmes difficultés à trouver une entreprise. Maintenant, si c'est le même principe sur le papier, dans les faits, c'est pas du tout la même attractivité sur le marché de l'emploi et du coup vous avez beaucoup moins d'offres pour des contrats CIFRE. Finalement, la vraie différence avec une thèse purement universitaire, c'est que vous n'êtes pas à temps plein sur votre thèse. Bah oui, ça paraît logique puisque vous êtes payé par une entreprise et donc en échange de ce financement, l'entreprise elle attend quand même des retours sur investissement, donc elle vous impose d'être un minimum de jours par semaine en entreprise. Et ça, c'est assez chaud puisque déjà une thèse à temps plein, ça dure minimum 3 ans. Si vous commencez à ne pas être à temps plein sur votre thèse, ça devient très compliqué. Maintenant, si on prend le dernier cas, qui est celui du contrat doctoral, ce qui est mon cas personnellement, cette fois c'est l'État qui donne un certain nombre de bourses aux universités pour financer des thèses, et là les écoles doctorales de chaque université sont responsables de gérer ces bourses comme elles le souhaitent, en procédant à une sélection. Cette sélection, elle est drastique et fastidieuse. C'est vraiment un enfer, pour l'avoir vécu personnellement, c'est vraiment pas agréable et hyper stressant, mais il faut passer par là si vous voulez procéder par contrat doctoral. Bon, le contrat doctoral, il présente plusieurs avantages, parce que vous êtes à temps plein sur votre thèse, et ça, c'est un vrai confort pour faire votre recherche, et puis pour mettre un premier pas dans le milieu académique par la suite, parce que vous êtes au contact d'enseignants-chercheurs quasiment au quotidien, vous avez quand même une vraie autonomie au niveau de votre organisation personnelle, vous pouvez décider d'aller dans la salle des doctorants ou travailler depuis chez vous. Bon, en ce moment, avec le confinement, vous l'avez compris, on travaille tous depuis chez nous, mais en temps normal, vous avez cette liberté et cette autonomie-là, et puis vous allez pouvoir prendre part à des activités comme des colloques, des séminaires, des conférences, donner quelques heures de cours.
Donc finalement, vous avez un vrai ancrage dans le monde académique et c'est un vrai plus si vous voulez faire une carrière dans le milieu académique, donc enseignant-chercheur en l'occurrence. Et puis surtout, ce qui est peut-être le plus gros avantage du contrat doctoral, c'est que ça vous permet de vivre de votre passion en creusant tous les jours à fond un sujet qui vous passionne, qui vous motive, qui vous fait lever le matin. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Alors pour le coup, en parlant de prix, le revers de la médaille de tout ça, c'est que ce soit en contrat doctoral ou en contrat CIFRE, vous êtes clairement sous-payé par rapport à votre niveau d'études, j'entends. Donc clairement, si vous voulez brasser de l'argent à gogo, ne vous dirigez pas vers la voie de la recherche parce que ça va pas vous satisfaire et vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez. À la place, partez plutôt dans le conseil, là-bas il y a beaucoup d'argent à se faire. Après, travailler et vivre de sa passion et devenir un expert dans un domaine, je pense que ça a aussi beaucoup de valeur. Bien, maintenant que je vous ai présenté les 3 grands moyens de faire une thèse, donc sans financement, en contrat CIFRE et en contrat doctoral, il faut maintenant que je vous explique concrètement qu'est-ce que c'est au quotidien que de faire un doctorat, à quoi ça vous engage et qu'est-ce que c'est que le quotidien d'un doctorant. Alors en général, c'est à ce moment-là qu'on a tous le même cliché en tête, celui dont je vous parlais en début de vidéo, celui du scientifique un peu intello sur les bords qui fait sa petite chimie dans des éprouvettes avec sa petite blouse blanche et qui rend ça inintéressant au possible. Bon, fort heureusement, la réalité c'est pas du tout ça. Et je vais vous expliquer en quoi. Déjà, avant toute chose, il faut bien tenir compte des spécialités et des disciplines de chacun. Alors oui, il est tout à fait possible de faire une thèse en microbiologie ou en physique quantique, mais il est aussi possible de faire une thèse en droit, en histoire ou en sciences de gestion, comme c'est le cas pour moi. Et vous vous imaginez bien que moi, qui ai fait un bac littéraire, si vraiment faire un doctorat c'était au quotidien manipuler des petites éprouvettes tout le temps, clairement je ne me serais pas orienté vers un doctorat. Très schématiquement, en tout cas en sciences de gestion, on essaye d'organiser son doctorat sur 3 années. La première année, vous faites une revue de littérature pour essayer de savoir ce que dit la théorie scientifique dans votre sujet et puis pour pouvoir vous approprier votre champ de recherche. La deuxième année, vous allez confirmer ce que dit ou non la théorie scientifique en allant chercher des résultats empiriques sur le terrain à travers une enquête qualitative ou quantitative. Et puis la troisième année, il faut bien rédiger votre thèse au bout d'un moment, même si, croyez-moi, si vous commencez qu'en troisième année, ça pue. Je pense en tout cas, j'en suis pas encore là, mais je pense commencer avant, j'espère. Donc même si c'est très schématique, en réalité le travail d'un doctorant au quotidien, c'est beaucoup de lecture et un travail de synthèse qui est assez colossal pour synthétiser tous les articles scientifiques qui se disent sur votre sujet, quelles sont les théories existantes, sur quoi divergent-elles, sur quoi s'accordent-elles, et enfin quels problèmes pouvez-vous creuser et en quoi votre contribution va-t-elle être pertinente pour ce qui a déjà été su dans la connaissance existante, dans la théorie existante, dans les recherches existantes. Ensuite, c'est seulement après avoir fait ce long travail de revue de littérature qu'on a une idée précise de la problématique qu'il va falloir aller creuser et du vrai problème qui est resté sans solution dans les recherches existantes et dans la connaissance scientifique existante. Pour ce faire, on va sortir de la théorie pour passer au concret en allant chercher des résultats directement sur le terrain. Donc que ce soit par une méthode qualitative, donc en faisant des entretiens ou d'observation par exemple, ou bien à travers une méthode quantitative, en distribuant un questionnaire et en faisant une analyse statistique derrière. Tout ça, ça va vous donner des résultats qu'il va falloir exploiter pour en dresser une analyse et donc leur donner un sens pour pouvoir contribuer à la connaissance scientifique et donc aux problèmes qui n'avaient pas été résolus auparavant. Ça prend beaucoup de temps. Tout ça, on y consacre la deuxième année généralement. Et enfin, la troisième année, vous la consacrez principalement à la rédaction de votre thèse, même si vous avez commencé avant, évidemment, qui fera donc plusieurs centaines de pages. Maintenant, à côté de sa thèse, un doctorant est amené à faire plein d'autres choses qui sortent du cadre direct de sa thèse, mais qui font partie intégrante du métier d'enseignant-chercheur. Comme par exemple donner des cours, donc principalement des TD, moi je crois que c'est maximum 64 heures par année, participer à des colloques, des conférences, des séminaires pour présenter ses propres travaux de recherche ou alors pour participer à des travaux de recherche d'autres personnes. Ça peut être écrire ou coécrire avec d'autres doctorants par exemple des articles pour qu'ils soient parus dans des revues scientifiques. Il y a une grande place aussi qui est laissée au voyage pour aller faire des colloques à l'international, pour faire des conférences et avoir de la visibilité en tant qu'apprenti chercheur à l'international. Et puis au-delà de ça, il y a aussi une grande place laissée à la formation, puisqu'on doit assister à un minimum de je ne sais combien d'heures de formation sur les 3 années de doctorat. Donc vous voyez que c'est un panel assez complet, qui est vraiment divers, et il y a vraiment moyen de rendre l'exercice de la thèse hyper intéressant et hyper varié. Ok, maintenant qu'on connaît les différents moyens pour faire une thèse, et qu'est-ce que c'est concrètement que de faire un doctorat au quotidien, ce qui doit vous intéresser maintenant, c'est comment est-ce qu'on candidate pour faire un doctorat. Alors là, vous devez vous dire, oh mais c'est bon, il n'y a plus qu'à trouver un sujet de thèse, le plus dur c'était de faire les 5 années d'études avant, et puis maintenant j'ai juste à trouver un sujet et emballer ses pesées.
Clairement, c'est pas si simple, hein. J'aurais beaucoup aimé que ce soit comme ça, mais c'est loin d'être le cas. J'en ai déjà un peu parlé pour ceux qui le savent dans mon premier bilan de thèse que je vous fais apparaître juste là et que je mets en description, mais c'est beaucoup plus compliqué que tout ça. Dans un premier temps, vous allez devoir faire deux choses. Vous allez devoir trouver un directeur de thèse qui accepte de vous suivre et de vous encadrer pendant l'entièreté de votre thèse, et puis à côté de ça, vous allez devoir rédiger un projet de thèse qui montre par A plus B que votre projet de recherche mérite un financement. Ça, c'est les deux incontournables sans lesquels vous pourrez jamais candidater en thèse, vous allez toujours en avoir besoin et ça prend un temps monstrueux à faire parce que c'est finalement de ça que dépend la solidité de votre projet de thèse. Pour ma part, j'ai la chance d'être encadré par mon directeur de mémoire de Master 2 qui a simplement accepté de me suivre aussi en thèse, donc ça c'est un gros coup de bol, on va pas se mentir, et ça m'a bien mâché le travail. Par contre, pour la construction du projet de thèse, ça c'est une vraie galère et ça m'a pris tout l'été entre mon Master 2 et le début de mon doctorat. C'est une période qui est hyper désagréable, très stressante, parce que vous savez jamais si ça va aboutir ou non et vous avez un peu l'impression de jouer vos 3 prochaines années sur un pile ou face. Oui, ça me plaît, non ça me plaît pas. À côté de ce projet de thèse, vous allez devoir rassembler d'autres documents, vous vous en doutez, on est en France, la bureaucratie, c'est inévitable. Donc vous avez vos relevés de notes de Master 2, une lettre de recommandation de votre directeur de thèse envisagé, une lettre de recommandation du directeur du laboratoire de recherche dans lequel vous feriez votre thèse, une lettre de projet professionnel, et je crois que c'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal. Si votre projet tient la route et si vous avez réussi à rassembler tous les documents dans les délais impartis, déjà félicitations à vous parce que c'est chiant. Ensuite, vous allez être convoqué à un premier oral de sélection devant les membres du laboratoire de recherche qui est rattaché à votre université et dans lequel vous feriez votre thèse. Donc le but, c'est une première sélection pour que les membres du laboratoire puissent dire là, ce candidat on en veut, ce candidat on n'en veut pas, pour le présenter ensuite à l'école doctorale qui fera la dernière sélection. Donc ça, c'est un deuxième oral si vous avez passé le premier seulement. Pour tout vous dire, après ce premier oral de sélection, donc devant les membres du laboratoire de recherche dans lequel vous feriez votre thèse par la suite, il ne reste plus que 2 à 3 candidats par master maximum. Donc autant vous dire que c'est un vrai Hunger Games et bravo à vous si vous avez survécu jusque-là. Joyeux Hunger Games et puisse le sort vous être favorable. Si vous êtes parmi les 2 ou 3 survivants de ce premier oral, alors vous allez être convoqué à un deuxième et dernier oral, cette fois-ci devant les membres de l'école doctorale. Et c'est vraiment l'école doctorale qui a un certain nombre de bourses à attribuer. En l'occurrence, nous c'était 7 et on était encore 12. Donc vous comprenez qu'il y en a encore 5 qui, quoi qu'il arrive, vont être laissés sur le carreau. Et enfin, si vous êtes encore vivant et après plusieurs semaines de paperasse administrative, vous allez pouvoir vous considérer comme étant doctorant et donc en première année de thèse, bravo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre tout ce qu'il faut savoir pour faire un doctorat, à quoi ça vous engage, qu'est-ce que c'est concrètement au quotidien que de faire un doctorat, les avantages, les inconvénients, et puis surtout comment candidater pour suivre une telle formation. Maintenant, si ça vous a plu, je vous invite à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour rien rater de l'évolution de ma propre thèse pour les 3 prochaines années. Et en attendant, je vous laisse là, et il n'y a plus qu'à.